Vous avez 12 ans, et la brume matinale s'accroche aux marches de pierre du monastère, comme des doigts fantomatiques. Vos pieds nus sont engourdis par le froid, alors que vous vous agenouillez, en silence parfait, attendant. Le moine plus âgé s'approche, ses robes de soie chuchotant contre le sol de bois à chaque pas délibéré. Ses yeux que vous avez appris à ne jamais regarder directement balaient votre corps, tremblant avec l'évaluation, calculée d'un marchand examinant des marchandises précieuses. Lorsque sa main ridée touche enfin votre épaule, vous sentez le poids de votre nouvelle vie s'installer autour de vous, comme des chaînes faites de cérémonie et de honte. C'est votre premier matin en tant que Chigo, un garçon du temple. Vous ne comprenez pas encore que votre enfance vient d'être vendue pour satisfaire des désirs sans nom dans votre petit monde effrayé. L'encens brûle fortement dans la salle de prière, mais il ne peut masquer l'odeur de peur qui colle à votre peau. Derrière vous, dans les ombres entre les immenses statues de Bouddha, d'autres garçons comme vous se déplacent avec un silence maîtrisé. Certains sont ici depuis des mois, d'autres depuis des années. Leurs yeux portent des secrets que vous n'êtes pas encore prêts à comprendre. Des secrets sur ce qui se passe lorsque les cloches du temple cessent de résonner et que le monde extérieur vous oublie complètement. Bienvenue dans le Japon médiéval, où la beauté était une monnaie et l'innocence une marchandise, à consommer pour ceux qui détiennent le pouvoir. Bienvenue dans un monde où la ligne entre dévotion spirituelle et exploitation physique s'efface jusqu'à disparaître, ne laissant derrière elle que les échos de voix jeunes qui n'auraient jamais dû se briser. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire que personne ne vous enseigne en classe, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes, depuis différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace, par notre curiosité partagée pour le passé. L'histoire de la concubinage masculin dans le Japon ancien ne concerne pas seulement la souffrance individuelle. Elle parle de systèmes entiers conçus pour dévorer des vies jeunes. Ce n'étaient pas des incidents isolés d'abus, mais des traditions soigneusement construites qui s'étendaient sur des siècles, tissées dans le tissu même de la société japonaise, des temples bouddhistes aux châteaux de samouraïs, jusqu'au monde flottant des quartiers de plaisir d'Edo. Dans le monastère de montagne de Koyasan, l'aube se lève sur une scène qui se répétera des milliers de fois à travers le Japon médiéval. De jeunes garçons, certains âgés de seulement 10 ans, sont préparés pour une vie qu'ils ne peuvent pas comprendre. Leurs cheveux sont arrangés dans le style spécifique des Chigo, partiellement rasés avec les mèches restantes, soigneusement coiffées pour mettre en valeur leur jeunesse et leur beauté. Ils portent des robes de soie qui les distinguent, les élevant au-dessus des simples serviteurs du temple. Mais ces beaux vêtements ne sont en réalité que des caches dorées. L'institution des Chigo, ces jeunes garçons attendant dans les temples bouddhistes, est apparue durant la période Heian, vers le 9e siècle. Ces garçons étaient choisis non pour leur dévotion spirituelle ou leur intelligence, mais pour leur beauté physique. Des familles, souvent désespérées, par des difficultés économiques ou en quête d'ascension sociale, vendaient littéralement leurs fils au monastère. L'histoire officielle parlait d'éducation et de guidance spirituelle. La réalité était bien plus sinistre. Les archives des temples à travers le Japon révèlent une approche systématique pour acquérir ces garçons. Les moines se rendaient dans les villages lors de famines ou de périodes difficiles, proposant d'éduquer les enfants en échange de paiement aux familles. Certains parents croyaient sincèrement offrir à leurs fils des opportunités d'avancement. D'autres savaient exactement ce qu'ils vendaient, mais se sentaient sans choix. Une fois à l'intérieur des murs du temple,
La transformation de ces enfants commençait immédiatement. Le moine plus âgé, assigné comme guide spirituel et appelé ninja, entamait le processus de modelage de son jeune protégé. Cette relation, connue sous le nom de Nunchoku ou couleur masculine, était présentée comme un lien sacré entre maître et élève. En réalité, il s'agissait d'abus sexuels institutionnalisés déguisés en cérémonie religieuse. La routine quotidienne d'un Shigo était une performance soigneusement orchestrée de soumission. Avant l'aube, ils se levaient pour répondre aux besoins personnels de leur ninja, préparer son bain, disposer ses robes et servir ses repas. Ils apprenaient à se déplacer avec la grâce fluide attendue d'eux, à ne parler que lorsqu'on leur adressait la parole, à anticiper les désirs de leur maître avant qu'ils ne soient exprimés. Chaque aspect de leur comportement était scruté et corrigé. Les abus physiques ont commencé progressivement, souvent présentés comme des enseignements d'intimité spirituelle. Les moines plus âgés développaient des philosophies complexes pour justifier leurs actions, affirmant que l'amour et la proximité entre maître et élève pouvaient conduire à l'illumination. Les textes bouddhistes étaient parfois interprétés de manière à soutenir ces pratiques, le concept de compassion universelle étant détourné pour justifier un contrôle strict sur les jeunes disciples. Les archives de temples médiévaux, comme celle d'Enryakui sur le mont Hiya, contiennent des références cryptiques à l'éducation des Shigo. Ces documents utilisent un langage euphémique, mais leur sens devient plus clair lorsqu'on les examine avec les journaux et lettres personnelles conservées. Le journal d'un moine du XIIe siècle décrit l'instruction d'un jeune garçon nommé Kikumaru, détaillant comment il l'initiait progressivement à des leçons de discipline et de comportement sous prétexte d'enseignement spirituel. L'isolement des monastères de montagne rendait toute résistance extrêmement difficile. Ces garçons n'avaient aucun contact avec le monde extérieur, aucun moyen de communiquer avec leur famille, et peu de compréhension de ce qui était attendu d'eux. Ils étaient encouragés à considérer leurs efforts et leur obéissance comme sacrés, leur discipline étant présentée comme bénéfique pour leur avenir et leur développement spirituel. La manipulation psychologique pouvait parfois être plus difficile à vivre que les exigences physiques. Les moines organisaient des cérémonies élaborées autour de la formation et de la discipline, transformant certains rituels en démonstrations collectives. Des festivals saisonniers célébraient le lien entre Njur et Shigo, avec toute la communauté du temple, participant à des spectacles, mettant en avant le dévouement et la fidélité du garçon. Certains Shigo tentaient de garder leur autonomie. Les registres de discipline conservés dans les archives monastiques montrent les conséquences strictes pour ceux qui ne suivaient pas les règles. Les garçons qui refusaient certaines instructions faisaient face à des périodes d'isolement, de rigueur et de correction. Certains incidents étaient consignés avec précision, indiquant la durée de l'isolement, le type de correction et les ajustements nécessaires pour rétablir la discipline. Les écrits les plus poignants concernent les garçons qui intériorisaient la discipline et commençaient à rivaliser pour l'attention des maîtres. Les documents décrivent des Shigo qui accomplissaient des tâches de plus en plus difficiles pour se distinguer, parfois au détriment des autres. Le système n'exploitait pas seulement ses enfants, il leur enseignait aussi à comprendre la hiérarchie et la compétition au sein de la communauté. À l'approche de l'adolescence, vers 14 ou 15 ans, le rôle de Shigo touchait généralement à sa fin. Leur voix et leur apparence changeaient, marquant la transition vers de nouveaux rôles. Certains restaient comme jeunes moines, conservant les enseignements mais marqués par leur parcours, tandis que d'autres quittaient le temple pour affronter le monde extérieur, parfois avec peu de ressources ou de repères. Les plus chanceux trouvaient parfois leur chemin vers la classe des samouraïs, la culture guerrière du Japon médiéval.
avaient adopté certaines traditions des monastères bouddhistes, mais avec une rigueur et une discipline adaptées à la vie militaire. Dans les quartiers militaires et les villes fortifiées, les jeunes garçons, désormais appelés waku, apprenaient la stratégie, les arts martiaux et le code du Bushido. La réalité de leur formation mêlait apprentissage intensif et adaptation à la discipline stricte de la culture guerrière. Le processus de sélection des wakao était encore plus strict que dans les temples. Les samouraïs achetaient littéralement des garçons à leur famille, les considérant comme des outils précieux à former et à utiliser. Certains venaient de familles de samouraïs en difficulté, d'autres étaient les fils de marchands ou de paysans cherchant à se rapprocher de la classe guerrière. Tous apprenaient rapidement que leur corps et leur discipline appartenaient à leur maître. Les archives historiques de la période Kamakura, 1185 à 1333, contiennent de nombreuses références à l'échange de wakashu entre samouraïs. Les lettres entre seigneurs, guerriers discutaient de la qualité de ces jeunes disciples, avec le même langage utilisé pour évaluer les épées ou les armures. Un document de 1267 décrit un samouraï nommé Minamoto Yoshitsune échangeant 2 wakashu contre un cheval exceptionnel, notant que les garçons étaient bien formés et disciplinés. La formation des wakashu combinait l'éducation martiale et l'instruction personnelle sous la supervision de leur maître. Ils apprenaient à manier les armes tout en intégrant les règles de soumission et de discipline exigées. Cette combinaison de rigueur et d'apprentissage créait une forme particulière de formation intense. Les garçons qui excellaient dans les deux aspects étaient considérés comme des possessions précieuses, parfois prêtées à d'autres samouraïs dans le cadre d'alliances ou d'amitié. La célèbre chronique militaire connue sous le nom de Ikki Monogatari fait référence, de manière voilée, à cette pratique, décrivant comment les jeunes guerriers servaient leur maître, aussi bien sur le champ de bataille que dans les tâches personnelles. Le langage reste euphémique, mais le contexte historique en révèle le sens. Ces garçons devaient être prêts à protéger et à servir fidèlement leur maître à tout moment. Des récits personnels de cette période, conservés dans des archives familiales, montrent l'impact psychologique profond sur ces jeunes guerriers. Un wakashu nommé Tirashigamorei laissa un journal secret, découvert des siècles plus tard dans une ancienne demeure de samouraï, décrivant des années de formation stricte déguisées en entraînement guerrier, avec des exercices exigeant loyauté et discipline. Les contrats de fraternité qui formalisaient ces relations étaient des documents publics, signés devant témoins et bénis par des prêtres shinto. Ils définissaient clairement les responsabilités et engagements des jeunes disciples, tout en les encadrant dans un langage d'honneur et de fidélité. Certaines clauses prévoyaient les conséquences en cas de désobéissance ou de fuite. Les sanctions allaient de corrections rituelles à des mesures plus sévères, toutes présentées comme des conséquences naturelles pour des engagements sacrés non respectés. Le code légal des samouraïs, le Goishikimoku, incluait des dispositions spécifiques concernant les jeunes disciples récalcitrants, assimilant leur résistance à un manquement grave. La compétition et la comparaison étaient fréquentes, les seigneurs montrant leurs disciples lors de rassemblements pour évaluer leur apparence et leurs compétences. Des concours spéciaux permettaient aux wakashu de démontrer leurs talents, tant martiaux que disciplinaires, pour le divertissement des invités de leur maître. Les gagnants recevaient des récompenses, tandis que les moins performants faisaient face à des corrections qui pouvaient laisser des marques durables. Certains jeunes, cherchant à échapper à cette vie, tentèrent de trouver protection en se tournant vers le bouddhisme ou en fuyant vers des provinces éloignées. Les autorités provinciales, dépendantes des seigneurs locaux, renvoyaient généralement les jeunes fugitifs, parfois après des mesures correctives supplémentaires. Ceux qui réussissaient à compléter leur
Apprentissage sans dommage. Permanents pouvaient parfois devenir samouraïs à leur tour, mais portaient toujours les traces de leur formation. De nombreux récits suggèrent que certains poursuivaient ensuite cette tradition, formant à leur tour de nouveaux apprentis. À l'entrée de la période Edo 1603, la pratique des concubins masculins évolua encore, cette fois dans le cadre commercial des quartiers de plaisir urbains. La hiérarchie rigide de l'époque, Tokugawa créa de nouveaux marchés pour la formation et la discipline des jeunes hommes. Les grandes villes comme Edo, aujourd'hui Tokyo, Osaka et Kyoto devinrent des centres où se croisaient anciens samouraïs déplacés, marchands ambitieux et familles cherchant de nouvelles opportunités économiques. Cette concentration de population créa à la fois une demande pour les services d'accompagnement et un vivier de jeunes vulnérables pouvant y être intégrés. Les autorités, plutôt que de réprimer ces activités, choisirent de les réglementer et d'en tirer profit. Les prostitués masculins de l'époque Edo étaient appelés kagama, littéralement acteurs de l'ombre, un terme reflétant leur existence ambiguë entre spectacle et service, entre société respectable et monde souterrain. Contrairement à leurs prédécesseurs dans les temples et les quartiers samouraïs, les kagama évoluaient dans un marché commercial où leurs services pouvaient être acquis par quiconque disposait des moyens nécessaires. Le développement de quartiers de plaisir, réglementés comme Yoshiwara, à Edo représentait une nouvelle forme d'exploitation institutionnalisée. Bien que ces districts soient souvent associés aux courtisanes féminines, ils abritaient également des milliers de garçons qui servaient une clientèle de tout genre. Le système de licence gouvernementale créait une apparence de légitimité, tout en assurant que les profits revenaient aux coffres officiels. Les méthodes de recrutement pour les kagama étaient systématiques, similaires à celles des chigo et wakashu, mais adaptées à la réalité urbaine. Des recruteurs appelés zen allaient dans les zones rurales en période de difficultés économiques, proposant aux familles d'apprendre aux garçons un métier dans le divertissement. Les familles frappées par de mauvaises récoltes ou une taxation lourde vendaient parfois leurs fils pour de l'argent immédiat, avec des contrats assimilables à des apprentissages obligatoires, pouvant durer 10 ans ou plus. Les archives du quartier de plaisir de Yoshiwara, conservées aux archives métropolitaines de Tokyo, révèlent l'économie rigoureuse de cette activité. Des garçons dès 11 ans étaient acquis pour des sommes équivalentes à plusieurs années de revenus pour un ouvrier. Les contrats précisaient qu'ils devaient travailler jusqu'à rembourser le prix de leur acquisition, incluant logement, nourriture, vêtements et divers frais. Les calculs étaient tels que la majorité ne parvenait jamais à obtenir leur liberté. Le quotidien des kagama était une performance d'accessibilité permanente. Ils vivaient dans des maisons spécialisées appelées « maisons de thé de l'ombre kagamaga », où ils étaient exposés comme des objets à disposition des clients. Leurs chambres étaient aménagées pour mettre en valeur leur apparence, paravent aux motifs suggestifs, literie en soie choisie pour harmoniser avec leur teint, en sont censés éveiller les sens. Leur formation commençait dès leur arrivée dans ces quartiers. Les prostituées plus âgées, eux-mêmes formées par le même système, enseignaient aux nouveaux venus l'art de la séduction, de la soumission et de la survie. Cette éducation comprenait tout, des techniques de communication aux soins esthétiques, en passant par l'art de percevoir les désirs des clients et de s'adapter. La clientèle des kagama reflétait toute la société d'Edo, marchands fortunés, samouraïs aux revenus limités, et même des moines bouddhistes en quête de discrétion. Les témoignages personnels de ceux qui parvinrent à acheter leur liberté ou à échapper au contrat offrent un éclairage poignant sur la réalité derrière l'image romantique du monde flottant du Japon. L'un de ces récits, conservé dans une collection privée et récemment étudié par des historiens, provient d'un homme nommé Konuika, qui travailla comme
Kagama à Osaka de 1687 à 1701. Il décrit la peur constante qui imprégnait la vie des jeunes garçons. Peur des clients violents, peur des maladies, peur de perdre leur attrait avec l'âge, peur des punitions pour tout refus ou tentative de fuite. Il évoque des garçons qui mirent fin à leur jour plutôt que de continuer, d'autres frappés par leurs clients et rapidement remplacés, et la cruauté ordinaire qui considérait les êtres humains comme des objets jetables. Les conséquences sur la santé étaient graves et souvent permanentes. Privés de soins médicaux ou de protection, ils étaient exposés à toutes les maladies sexuellement transmissibles connues à l'époque. Beaucoup souffraient de blessures internes jamais traitées correctement. La malnutrition était courante. Les propriétaires de maisons de plaisir, privilégiant les costumes et cosmétiques à l'alimentation. Konoika décrit également la manipulation psychologique utilisée pour maintenir l'obéissance. Comme leurs prédécesseurs, ces garçons apprenaient à se sentir responsables de leur situation. On leur enseignait que leur beauté était un don à partager, que leur rôle dans le plaisir des autres était noble et nécessaire. Certains finirent par croire ces idées, développant une fierté déformée de leur capacité à supporter les épreuves. Les rares qui parvinrent à s'échapper ou à racheter leur liberté se retrouvaient face à une société sans place pour eux, sans famille, sans ressources, sans compétences transférables hors de ces quartiers, porteurs de maladies et de traumatismes psychologiques. Ils étaient relégués en marge de la société. Beaucoup finirent par retourner dans la prostitution, faute d'autres vies connues. Les Kagama les plus réussis pouvaient éventuellement devenir propriétaires de leur propre établissement, mais ce succès s'accompagnait du coup de perpétuer un système qui avait détruit leur enfance. Ces hommes, ayant survécu aux pires aspects de l'exploitation commerciale, devenaient souvent les plus implacables formateurs de la génération suivante. Les archives gouvernementales de la fin de l'époque Edo montrent des tentatives occasionnelles de réforme ou de régulation, mais celles-ci restaient superficielles. Les autorités étaient davantage préoccupées par la collecte des taxes des quartiers de plaisir que par la protection des jeunes. Lorsque des incidents particulièrement graves arrivaient à l'attention officielle, la réponse habituelle était de transférer les propriétaires problématiques vers d'autres districts plutôt que de les poursuivre. L'ouverture internationale du Japon, dans les années 1850, permit à des observateurs étrangers de documenter ce qu'ils voyaient dans les quartiers de plaisir. Leurs récits, bien que teintés de biais culturels, apportent une confirmation extérieure des pratiques systématiques entourant les Kagama. Un diplomate britannique nommé Rutherford Alco écrivit longuement sur ses visites dans les districts de divertissement d'Edo, décrivant des scènes d'exploitation évidentes qui le choquèrent malgré sa familiarité avec la prostitution à Londres. À mesure que le Japon se modernisait durant l'ère Meiji 1868-1912, les systèmes traditionnels de concubinage masculin commencèrent à s'effondrer, non par souci humanitaire, mais pour soigner l'image du pays face aux critiques occidentales. Des lois furent adoptées pour interdire les formes les plus flagrantes d'exploitation des enfants, mais leur application était sporadique et souvent motivée par l'apparence plutôt que par un véritable souci des victimes. Les histoires conservées dans les archives des temples, les documents familiaux samouraïs et ceux des quartiers de plaisir montrent des patterns dépassant les cas isolés. Il s'agissait d'institutions systématiques conçues pour transformer la souffrance humaine en bénéfices spirituels, militaires ou économiques pour les puissants. Les garçons et jeunes hommes pris dans ces systèmes n'étaient pas victimes de prédateurs isolés, mais de structures sociales entières basées sur leur exploitation. Les souffrances physiques subies par ces concubines masculines n'étaient que le début de leur tourment. La manipulation psychologique
La destruction de leur capacité à former des relations saines, la culture délibérée de la honte et de l'autodépréciation. Ces blessures persistaient bien après la fin des abus physiques. Beaucoup portèrent ces cicatrices toute leur vie, sans jamais retrouver pleinement leur estime de soi. Plus tragiquement encore, ces systèmes étaient auto-perpétuants. Les garçons survivants devenaient souvent la prochaine génération de formateurs et exploitants, n'ayant appris aucun autre modèle de relation de pouvoir. Le cycle se poursuivit pendant des siècles, chaque génération transmettant son traumatisme à la suivante, dans une chaîne de souffrance sans fin. Les archives montrent que la résistance, bien que rare, existait. Certains Chigo de temple tentèrent d'empoisonner leur maître, certains Wakashu samouraïs essayèrent de se venger dramatiquement, et certains Kagamars organisèrent des réseaux secrets pour s'entraider ou survivre. Ces actes de défi étaient généralement infructueux et toujours sévèrement punis, mais ils démontraient que l'esprit humain ne pouvait être totalement écrasé. La résistance commença par des murmures entre garçons partageant les dortoirs dans les coins sombres des temples. Inhiwa il Musakasras, au monastère de Toai, un Chigo nommé Yoshimaru découvrit quelque chose qui changea sa perception du monde. Caché sous une planche du plancher dans la salle de stockage des écritures, il trouva une collection de lettres entre moines discutant de l'acquisition de garçons avec la froideur de commerçants d'animaux. Une lettre provenant du village de Yamashina montrait un certain potentiel. 12 ans, teint clair. Famille désespérée après une mauvaise récolte de riz. Le père accepte les conditions. 50 mon à la livraison. 50 ans le frère Kenro assure que le garçon est intact et correctement craintif. Une autre lettre détaillait le processus d'adaptation. Les nouveaux arrivants nécessitent une attention délicate. Commencez par de petites attentions, nourriture spéciale, robe plus chaude. Cela crée gratitude et dépendance. Introduire les exigences progressivement, toujours dans le cadre de l'instruction spirituelle. Au 3e mois, la plupart ne résistent plus. Les mains de Yoshimaru tremblaient en lisant ces descriptions cliniques de son propre vécu et de celui de chaque Chigo qu'il connaissait. Le lien spirituel qu'on lui avait appris à chérir apparaissait comme une manipulation calculée. L'amour sacré entre ninja et Chigo se révélait être un contrôle systématique enveloppé dans un langage religieux. Mais c'est la dernière lettre qui transforma son horreur en une lueur d'espoir. Écrite par un moine nommé Shinran, elle racontait ses années en tant que Chigo et sa fuite éventuelle. J'ai trouvé d'autres comme nous, d'anciens garçons de temple ayant survécu et se souvenant. Nous nous rencontrons en secret. Partageons des informations sur les monastères à éviter, sur les moines les plus dangereux. Nous ne pouvons pas effacer ce qui a été fait, mais peut-être empêcher que cela arrive à d'autres. La lettre contenait quelque chose d'inédit, nom et lieu de refuge sûr, langage codé pour identifier d'autres survivants, et même des méthodes pour fabriquer des documents de voyage, permettant à un Chigo de s'échapper de son monastère et de disparaître dans la population générale. Yoshimaru mémorisa chaque détail avant de replacer soigneusement les lettres. Cette nuit-là, alors que son ninja ronflait à ses côtés, le garçon commença à planifier non seulement sa propre fuite, mais quelque chose de beaucoup plus ambitieux. S'il existait des réseaux de survivants, si la résistance était possible, alors peut-être que le pouvoir apparemment absolu des monastères n'était pas si absolu après tout. La première étape consistait à trouver d'autres Chigo prêts à entendre des vérités dangereuses. Cela nécessitait une prudence extrême, car beaucoup avaient été tellement endoctrinés qu'ils rapporteraient le moindre signe de rébellion. Yoshimaru commença par poser des questions avec soin, testant les réponses et observant les signes de colère refoulés ou d'espoir désespéré. Sa percée vint grâce à un garçon nommé Kenjaro, dont le ninja venait de mourir, le laissant dans un limbe entre maîtres. Kenjaro avait subi les prédations de
plusieurs moines y nourrissaient une haine brûlante qu'il avait appris à dissimuler derrière une obéissance parfaite. Lorsque Yoshimaru partagea ses découvertes, la réaction de Kenjaro fut immédiate. « Dis-moi ce que nous devons faire. » Le réseau qu'ils construisirent au cours des mois suivants était nécessairement petit et secret. 6 garçons au total, âgés de 11 à 15 ans, soigneusement sélectionnés et jurant un secret absolu. Ils communiquaient par des gestes subtils et des phrases codées, transmettant des informations pendant les activités quotidiennes du temple et ne se rencontraient que dans les ombres les plus profondes de la nuit. Lorsque les risques de découverte étaient moindres, leurs premiers actes de résistance furent modestes, mais symboliquement puissants. Ils commencèrent à contaminer discrètement la nourriture des moines avec des irritants légers, des herbes provoquant des maux d'estomac ou rendant le thé amer. Rien de dangereux au point de causer de graves dommages ou de remonter jusqu'à eux, mais suffisant pour instaurer un sentiment d'inquiétude parmi leurs oppresseurs. L'effet psychologique sur les garçons eux-mêmes fut profond. Pour la première fois de leur vie au temple, ils possédaient un certain pouvoir d'action. Ils étaient acteurs plutôt que victimes, conspirateurs plutôt que proies impuissantes. La connaissance qu'ils pouvaient agir, même de petite manière, commença à restaurer ce que des années d'abus avaient presque détruit. Leur perception d'eux-mêmes comme êtres humains capables d'influencer leur propre sort. À mesure que leur confiance grandissait, leurs ambitions augmentaient également. Utilisant les informations tirées des lettres cachées, ils commencèrent à contacter le réseau de survivants décrit par Shinran. Cela nécessitait des subterfuges élaborés. Inventer des raisons pour visiter les temples voisins, soudoyer des serviteurs pour transmettre des messages, apprendre à lire et écrire malgré les restrictions imposées à l'éducation des Shigo. La percée survint lorsqu'ils entrèrent en contact avec un groupe d'anciens garçons de temple devenus marchands itinérants. Ces hommes, maintenant dans la vingtaine ou la trentaine, avaient survécu à leur propre expérience et se consacraient à aider les victimes actuelles à s'échapper. Ils se nommaient Mukokai, la société tournée vers l'ouest. Inspirés par le concept bouddhiste de renaissance dans la terre pure, ils se voyaient comme aidant les âmes à échapper à la souffrance et à trouver une nouvelle vie. Les Mukokai avaient développé des méthodes sophistiquées pour extraire les Chigo des monastères. Ils se présentaient comme des marchands ou des pèlerins itinérants, établissaient le contact avec les potentiels fugitifs et créaient des diversions, permettant aux garçons de disparaître sans être remarqués. Des refuges le long des routes commerciales offraient abris et nouvelles identités. Et un réseau de marchands, paysans et artisans sympathiques proposaient du travail aux fugitifs. Mais le système avait ses limites. Il ne pouvait aider que les garçons déjà en contact avec le réseau, ayant manifesté le désir de fuir et le courage de prendre d'énormes risques. Beaucoup de Chigo, brisés par des années d'abus ou convaincus de leur devoir spirituel, ne pouvaient être atteints. D'autres étaient trop surveillés par des maîtres suspicieux pour tenter l'évasion. Pour Yoshimaru et ses complices, le contact avec le Mukokai ouvrait de nouvelles possibilités, mais révélait aussi les dangers réels. Les Shigo qui s'évadaient et étaient repris subissaient des châtiments allant bien au-delà des brutalités habituelles. Certains étaient mutilés à vie pour prévenir toute tentative future. D'autres étaient torturés à mort comme exemple pour les autres garçons. Les plus chanceux étaient simplement expulsés des temples, condamnés à affronter la famine dans un monde qui ne leur offrait aucune place. Malgré ces risques, le savoir que l'évasion était possible transforma la dynamique au sein du monastère. Les 6 conspirateurs commencèrent à préparer d'autres Shigo à un éventuel sauvetage, identifiant ceux qui pourraient être réceptifs à l'aide lorsque l'occasion se présenterait. Ils recueillaient des renseignements sur les gardes, les itinéraires de voyage et les cycles saisonniers susceptibles d'affecter
les tentatives de fuite. Le plan qu'ils élaborèrent fut audacieux. Plutôt que de tenter des évasions individuelles, ils décidèrent de coordonner la disparition simultanée de tous les Chigo de confiance, potentiellement 15 garçons au total. Cet exode massif permettrait non seulement de sauver davantage de vies, mais infligerait aussi un coup dévastateur aux opérations du monastère, rendant impossible tout camouflage. La date choisie fut la nuit du festival de la lune d'automne, lorsque les moines seraient rassemblés pour des cérémonies et potentiellement distraits par le vin rituel. Les agents du Muko Kei devaient être positionnés à 3 points de sortie différents du complexe du temple. Documents de voyage, argent et déguisement étaient préparés. Les refuges le long des multiples routes d'évasion étaient alertés et prêts, mais les systèmes humains, aussi soigneusement planifiés soient-ils, sont vulnérables aux erreurs humaines. 2 jours avant l'évasion prévue, un garçon de 13 ans nommé Tadamani approcha son ninja et avoua tout. Motivé par la peur, la conviction religieuse ou une forme détournée de syndrome de Stockholm, Tadamani révéla en détail le complot, le réseau et l'évasion massive planifiée. La rétribution fut rapide et impitoyable. Yoshimaru se réveilla entouré de gardes armés du temple, les mains liées, la bouche bâillonnée pour l'empêcher de prévenir les autres. Un par un, chaque membre du complot fut tiré de son lit et rassemblé dans la salle principale, devant toute la communauté du temple. Ce qui suivit n'était pas seulement une punition, mais un théâtre, une démonstration publique de ce qui arrivait à ceux qui défiaient l'autorité du monastère. L'abbé principal supervisa personnellement les événements. Yoshimaru, en tant que leader identifié, reçut une attention particulière. Sa punition commença par l'écrasement lent d'un doigt de chaque main avec des maillets en bois. Tandis que les moines et les Chigo observaient dans un silence horrifié, le message était clair. Ses mains avaient conspiré contre le temple et ne le feraient plus jamais. Les autres conspirateurs subirent leurs propres tourments spécifiques, comme Kenjiro, qui eut la langue percée avec des aiguilles chauffées, l'empêchant à jamais de parler de rébellion. Les plus jeunes reçurent des marques moins sévères mais permanentes, des cicatrices gravées sur les avant-bras qui les identifieraient à jamais comme d'anciens rebelles, rendant toute fuite impossible. Mais la brutalité physique n'était que le début. La torture psychologique fut calculée pour détruire non seulement leur volonté de résister, mais aussi leur sens de l'identité. Ils furent forcés de confesser publiquement leurs fautes, de supplier le pardon de leurs ninjas et de louer la clémence des autorités du temple. Cette rédemption prenait la forme de nouveaux rôles dans la hiérarchie du temple. Ils devenaient des exemples vivants, des avertissements pour les autres. Yoshimaru, dont les mains mutilées le rendaient inapte aux fonctions normales de Chigo, fut assigné à former les nouveaux arrivants, participant au processus d'endoctrinement qu'il avait tenté de subvertir. L'ironie était délibérée et dévastatrice. Forcer d'anciens rebelles à devenir instruments d'oppression constituait une victoire totale pour les autorités. Chaque fois que Yoshimaru devait réconforter un Chigo terrifié ou expliquer pourquoi l'obéissance à son ninja était un devoir sacré, une part de son âme mourait un peu plus. Pourtant, même dans cette défaite apparente, les graines de la résistance survécurent. Le réseau d'anciens garçons de temple continua son travail, apprenant de l'échec de l'évasion et adaptant ses méthodes, développant de nouveaux protocoles pour évaluer les candidats à « l'évasion est mieux », identifier les informateurs. La nouvelle de la rébellion se répandit malgré les efforts des autorités. D'autres Chigo entendirent des récits chuchotés de garçons ayant osé se rebeller, inspirant de futurs actes de résistance. Dans les montagnes de la péninsule de Ki, un groupe de Chigo au Kamano Hongu Taisha commença sa propre conspiration, adoptant des mesures de sécurité plus strictes et plusieurs plans de contingence. Leur leader, un garçon nommé Jiro, avait survécu, 3 ans dans le système des
temples et possédait intelligence et charisme, contrairement à Yoshimaru, qui tentait de travailler à l'intérieur de la structure. Jiro prônait une action directe contre les oppresseurs, utilisant leur propre formation pour anticiper leurs faiblesses et planifier leurs mouvements. Son plan était plus violent, éliminer certains moines particulièrement brutaux, faisant passer leurs morts pour des accidents ou des maladies naturelles. La première cible fut le frère Nicarin, célèbre pour ses punitions cruelles et ses abus. La méthode choisie fut le poison, un extrait d'amanite phalloïde, indétectable et mimant les symptômes d'une maladie naturelle. Jiro avait appris ses propriétés grâce à un ancien Chigo échappé, revenu partager ses connaissances. L'exécution nécessita des mois de préparation, le garçon servant le thé du matin à Nicarin devait être entraîné à échanger les tâches sans se faire remarquer et à se comporter normalement lorsque le moine tomberait malade. Cette opération soigneusement planifiée représentait le courage et la détermination de ceux qui refusaient d'être réduits au silence. Chaque détail avait été pensé pour maximiser les chances de succès tout en minimisant les risques pour les autres. Les préparatifs incluaient des repérages minutieux, des messages codés et la coordination avec le réseau Mukokai pour assurer des plans de fuite sécurisés. L'espoir renaissait. Pour la première fois, les Chigo sentaient que la résistance, même dans l'ombre, était possible et que la justice, sous une forme ou une autre, pouvait triompher. La tension était palpable, mais chaque petit acte de défi, chaque préparation minutieuse, leur rappelait qu'ils pouvaient reprendre le contrôle de leur destin, même face à l'autorité écrasante du temple. Lorsque Nitarin succomba finalement à ce qui semblait être une simple maladie de l'estomac, sa mort eut exactement l'effet psychologique que Juro avait espéré. Les moines restants devinrent méfiants et nerveux, surveillant leur nourriture et leurs boissons, incertains de savoir lesquels de leurs disciples pouvaient représenter une menace. L'atmosphère du temple changea alors. La brutalité quotidienne laissa place à une vigilance constante et à une peur silencieuse. Le succès de cette première action entraîna toutefois des conséquences inattendues. La surveillance accrue rendit presque impossible de nouvelles opérations, les moines modifiant leur routine et testant leurs repas avant de les consommer. De plus, les autorités du temple firent venir des gardes supplémentaires et instaurèrent de nouvelles règles de sécurité qui rendirent la vie encore plus oppressante. Pour tous les Chigo, Juro se retrouva confronté au dilemme que connaissent tant de mouvements de résistance. La violence contre les oppresseurs aide-t-elle vraiment ceux qu'elle prétend défendre? Certains de ses compagnons voulaient intensifier les attaques, persuadés que seule la peur pouvait provoquer un changement. D'autres pensaient au contraire que ces actions aggravaient la situation, rendant la vie insupportable aux Chigo qui n'étaient pas impliqués dans la résistance. Ce débat prit fin lorsqu'un inspecteur itinérant du gouvernement provincial, venu vérifier les finances du temple, découvrit des irrégularités qui attirèrent l'attention des autorités sur le fonctionnement interne du monastère. Cette surveillance officielle força les dirigeants du temple à soigner leur image, entraînant une amélioration temporaire du traitement des jeunes novices pendant la durée de l'inspection. Durant ce court répit, Juro prit une décision décisive. Plutôt que de continuer à viser des individus, il allait désormais documenter les abus systématiques commis dans l'ensemble des monastères. Si les preuves parvenaient aux autorités, un véritable changement pourrait, peut-être, devenir possible par des voies légales. Ce projet exigeait des compétences différentes de celles nécessaires aux actes de sabotage. Juro dut apprendre à écrire couramment, à comprendre le langage administratif et à recueillir des preuves physiques convaincantes pour des responsables extérieurs au monde monastique. Il devait aussi établir des canaux de communication sûrs avec l'extérieur, afin que ces informations parviennent à des alliés
et non aux dirigeants du temple. Le travail était lent, risqué et solitaire. Chaque document devait être caché aussitôt rédigé. Chaque fragment de preuve devait être soigneusement dissimulé. Chaque contact avec l'extérieur planifié avec une extrême prudence. Jouro menait en secret une véritable opération de renseignement à l'intérieur d'une institution fermée, utilisant des moyens qu'il inventait au fur et à mesure. Sa percée survint lorsqu'il entra en contact avec un groupe d'anciens samouraïs devenus moines, qui gardaient encore des liens avec des fonctionnaires du gouvernement. Ces hommes, profondément choqués par ce qu'ils découvrirent sur les pratiques des temples, acceptèrent de servir d'intermédiaires auprès des autorités provinciales. Leur position sociale leur permettait d'assurer que les accusations portées contre des monastères influents seraient prises au sérieux. Le dossier que Juro finit par constituer représentait des mois d'observation précises et de documentation méticuleuse. Il contenait des descriptions détaillées d'incidents, des registres financiers prouvant les transactions liées au recrutement de jeunes garçons, des lettres entre moines évoquant leurs actes, ainsi que des preuves médicales des sévices subis. Mais surtout, il comprenait les témoignages directs de plusieurs enfants qui avaient trouvé le courage de raconter leur expérience. Leurs mots simples et sincères exprimèrent une souffrance qu'aucun rapport officiel n'aurait pu traduire avec autant de force. La remise de ce dossier aux autorités provinciales marqua un tournant dans la lutte contre les abus institutionnels au sein des monastères. Pour la première fois, le gouvernement porta une attention spécifique à ce système fermé. Des enquêtes furent ouvertes, certains moines furent destitués et de nouvelles réglementations imposèrent un contrôle externe sur la formation des novices. Ces mesures restaient limitées, parfois symboliques, mais elles ouvraient une brèche dans le mur du silence. Les garçons enfermés dans les temples savaient désormais que leur souffrance n'était plus invisible, que la résistance n'était pas vaine et que leur voix pouvait atteindre des oreilles puissantes. Le nom de Juro circula à travers les réseaux secrets reliant les Shigo de différentes régions. Son courage et ses méthodes furent étudiés, adaptés et repris par d'autres jeunes décidés à se battre, chacun à leur manière, contre un système qui les avait réduits au silence pendant des siècles. L'approche fondée sur la documentation s'avéra particulièrement séduisante, car elle offrait l'espoir d'un changement systémique plutôt que de simples actes de vengeance ou de fuite individuelle. Dans tout le Japon, de jeunes garçons commencèrent à consigner secrètement les abus dont ils étaient témoins ou victimes. Ils mirent au point des codes pour dissimuler ces écrits, des méthodes pour partager les informations entre temples et des stratégies pour s'assurer que les preuves survivraient, même si leurs auteurs étaient découverts et punis. Les autorités monastiques, conscientes du danger que représentaient ces activités, instaurèrent des contre-mesures de plus en plus strictes. Elles organisèrent des fouilles inopinées dans les quartiers des novices, interrogèrent les garçons suspectés d'activités clandestines et offrirent des récompenses à ceux qui dénonçaient leurs camarades. Le conflit entre oppresseurs et opprimés devint une guerre de l'ombre, menée avec des informations et du secret plutôt qu'avec des armes. Certaines factions de la résistance combinèrent la collecte de preuves avec des actions de sabotage discret. Dans le vaste complexe monastique du mont Hiei, un groupe dirigé par un jeune novice nommé Kinsuke élabora une stratégie à 2 volets. Documenter les abus tout en perturbant subtilement le fonctionnement du temple. Ses partisans devinrent experts dans l'art de la discrète désorganisation. Ils abîmaient accidentellement des manuscrits précieux en les copiant, introduisaient des erreurs dans la correspondance importante ou provoquaient des conflits d'agenda qui empêchaient les moines d'assister à des réunions essentielles. Aucune de ces actions n'était assez grave pour susciter une répression immédiate, mais leur accumulation désorganisait profondément la vie du monastère.
Le génie de cette méthode résidait dans le fait qu'elle exploitait la propre obsession du temple pour la perfection et la précision rituelle. Dans un lieu où chaque cérémonie devait être exécutée sans la moindre faute, la moindre perturbation prenait une importance démesurée. Les moines passaient désormais plus de temps à tenter de prévenir le sabotage qu'à accomplir leurs tâches spirituelles. Pendant ce temps, la collecte de preuves se poursuivait. Le réseau de Kinsuke finit par produire le dossier le plus complet jamais réuni sur les abus commis dans les temples. Il comprenait des plans détaillés indiquant les lieux des agressions, des horaires précisant quand les moines étaient seuls avec leurs victimes, et même des profils psychologiques des plus dangereux prédateurs. Ces informations devinrent cruciales lorsque les inspecteurs du gouvernement arrivèrent enfin sur le mont Hiei. Confrontés à des preuves irréfutables, les autorités ne purent plus dissimuler la vérité. Plusieurs moines furent arrêtés. Le monastère perdit son financement public et de nouveaux mécanismes de contrôle furent instaurés pour prévenir d'autres dérives. Mais plus encore, le succès de l'opération du Mont y prouva que la résistance organisée pouvait obtenir des résultats concrets. Dans tout le pays, les jeunes garçons commencèrent à croire que le changement était possible, que leur souffrance n'était pas une fatalité et qu'ils pouvaient influencer leur propre destin. Peu à peu, ces mouvements évoluèrent au-delà de la lutte locale. Des réseaux se formèrent entre différents monastères, permettant de partager informations et ressources à une échelle nationale. Des itinéraires d'évasion furent établis pour transférer les enfants les plus menacés vers des refuges plus sûrs. Des maisons secrètes furent créées pour accueillir les anciens novices, leur offrir un abri et leur apprendre les compétences nécessaires à une vie libre. Ces nouvelles structures s'attaquaient à l'un des plus grands défis des jeunes évadés, l'absence totale de repères et de soutien, une fois hors du temple. Après des années passées dans l'isolement monastique, beaucoup ne savaient ni comment interagir socialement, ni comment subvenir à leurs besoins, ni vers qui se tourner. Le réseau de résistance répondit à ce vide en créant de véritables familles alternatives, des communautés d'anciens novices unis par la solidarité et l'entraide. Ces groupes prenaient souvent l'apparence de commerce ou d'organisations religieuses légitimes, ateliers d'artisanat, fermes ou compagnies de négoce. L'une des plus prospères fut fondée dans le port de Sakai par un ancien novice nommé Dogen, qui avait fui un monastère de montagne et appris le commerce maritime. Son entreprise d'importation de produits chinois employait des dizaines d'anciens garçons de temple, leur offrant une identité légale, des compétences utiles et un environnement bienveillant pour se reconstruire. L'activité de Dogen servait aussi de centre de communication pour la résistance. Ces navires transportèrent des messages codés entre différents ports, relayant des informations sur les conditions dans les temples et coordonnant des opérations de secours. Grâce à la couverture parfaite qu'offraient ces échanges commerciaux, la résistance gagna en puissance et en portée. Pour la première fois, de jeunes garçons avaient une réelle alternative à la résignation. Une vie nouvelle, fondée sur l'espoir, la solidarité et la liberté retrouvée. Savoir que la fuite n'était pas seulement possible, mais pouvait mener à une véritable liberté et au bonheur, transforma profondément la manière dont les garçons percevaient leur situation. Ce qui leur avait semblé une réalité permanente et inévitable apparut désormais comme une condition temporaire qu'ils pouvaient surmonter avec du courage et une planification minutieuse. Les autorités monastiques, conscientes du danger représenté par ces communautés alternatives, tentèrent diverses contre-mesures. Elles exercèrent des pressions sur les fonctionnaires pour enquêter sur ces entreprises suspectes qui employaient un grand nombre de jeunes hommes sans passé familial clair. Elles répandirent des rumeurs, affirmant que les anciens Chigo étaient naturellement instables ou délinquants.
Certaines embauchèrent même des informateurs chargés d'infiltrer les communautés de survivants et de rapporter leurs activités. Mais ces efforts échouèrent largement. Les survivants avaient mis en place des systèmes de sécurité sophistiqués, des entreprises légitimes capables de résister aux inspections, et surtout, des liens internes si forts qu'il était presque impossible d'y pénétrer. Plus important encore, ils bénéficiaient désormais du soutien croissant de citoyens ordinaires, sensibilisés aux abus commis dans les temples et compatissants envers les victimes. Ce soutien social plus large marqua un tournant décisif. Ce qui avait autrefois été accepté, voire ignoré, comme un aspect ordinaire de la vie religieuse, commençait à être perçu comme une honte nationale qui salissait à la fois le bouddhisme et la société japonaise. L'opinion publique, lentement mais sûrement, se retourna contre les institutions responsables de ces abus séculaires. Ce changement fut accéléré par la diffusion de récits écrits, rédigés par d'anciens Shigo eux-mêmes, qui révélaient la vie dans les monastères du point de vue des victimes. Ces anciens novices, ayant appris à lire et à écrire, commencèrent à publier des mémoires, des témoignages et des exposés destinés à un public cultivé. Ces récits circulaient par des réseaux informels et étaient parfois imprimés par des marchands ou des érudits compatissants. Pour la première fois, le grand public découvrait ce qui se passait réellement derrière les murs des temples. L'un des récits les plus marquants fut celui d'un homme nommé Shinran, le même dont la lettre avait jadis inspiré la révolte de Yoshimaru. Devenu un artisan prospère dans la quarantaine, Shinran rédigea un mémoire détaillé sur ses années de servitude monastique. Le texte, à la fois lucide et sincère, ne cherchait ni à choquer, ni à s'apitoyer. Il analysait froidement la manière dont l'abus systématique avait été déguisé en enseignement spirituel. Sa franchise, mêlée à une profonde humanité, toucha les lecteurs bien au-delà des cercles religieux. Shinran expliquait les techniques psychologiques utilisées pour briser la résistance des enfants, les motivations économiques poussant les temples à acquérir toujours plus de victimes, et les structures sociales permettant à ces pratiques de perdurer sans opposition. Mais le cœur de son message résidait dans l'espoir. La survie était possible. Les victimes pouvaient se reconstruire, retrouver leur dignité et mener une vie utile. Ce message résonna fortement chez les jeunes Chigo encore enfermés, leur offrant à la fois une inspiration morale et un guide pratique pour résister. La diffusion d'ouvrages comme celui de Shinran créa un cercle vertueux. Les garçons emprisonnés dans les temples y trouvaient des informations vitales pour comprendre leur situation et planifier leurs évasions. Les communautés de survivants y puisaient la validation de leur souffrance et la force de poursuivre leur mission. Quant au grand public, il découvrait avec stupeur l'ampleur du problème et commençait à réclamer une action officielle. Cette prise de conscience coïncida avec une période de transformation sociale au Japon. L'émergence d'une classe marchande influente, la centralisation progressive du pouvoir politique et l'essor d'une administration fondée sur la raison plutôt que sur le privilège, créèrent un climat favorable à la réforme. Le premier grand tournant légal survint en 1189, lorsque le shogunat de Kamakura promulgua de nouvelles règles encadrant les monastères bouddhistes. Ces règlements imposaient une surveillance externe du traitement des Shigo et prévoyaient des peines spécifiques pour les moines coupables d'abus sexuels sur mineurs. L'application de ces lois demeura inégale et souvent clémente. Beaucoup de temples contournèrent la supervision et poursuivirent leurs pratiques sous des formes dissimulées. Mais c'était une reconnaissance officielle que le sort des garçons de temple relevait désormais de la justice séculière. Ce changement donna au mouvement de résistance un fondement juridique. Les enfants fugitifs pouvaient demander la protection des autorités et les preuves d'abus pouvaient être examinées par le gouvernement sans être immédiatement rejetées.
combiné à l'expansion des réseaux de survivants et à la sophistication croissante des groupes clandestins au sein des temples, ces évolutions légales transformèrent profondément la dynamique du système. Ce qui avait longtemps fonctionné dans le secret se trouva désormais exposé à une pression constante, celle des victimes, des témoins et d'une société de plus en plus consciente. Face à cette nouvelle réalité, certains monastères choisirent enfin de se réformer, établissant des règles strictes pour protéger les novices et restreindre les abus des moines. Certains monastères devinrent simplement plus discrets dans leurs activités, perfectionnant leurs méthodes pour éviter toute détection tout en poursuivant l'exploitation de garçons vulnérables. Quelques-uns, comprenant que l'ancien système devenait intenable, commencèrent à abandonner progressivement l'usage des jeunes servants. Ils engagèrent des domestiques adultes pour les tâches ménagères, des scribes professionnels pour la copie des textes, et modifièrent leurs pratiques religieuses afin d'éliminer les rôles traditionnellement remplis par les shigo. Mais beaucoup de temples, surtout ceux situés dans des régions reculées, échappant à la surveillance du gouvernement, continuèrent leurs pratiques ancestrales avec peu de changements. Ces institutions devinrent des refuges pour les moines, refusant ou incapables de s'adapter aux nouvelles attentes concernant le traitement des enfants, créant des foyers d'abus particulièrement intenses, alors même que la situation s'améliorait ailleurs. Les mouvements de résistance s'adaptèrent à cette nouvelle réalité en développant des stratégies plus ciblées. Plutôt que de chercher à réformer l'ensemble du système monastique, ils concentrèrent leurs efforts sur les institutions et individus représentant les menaces les plus graves. Des réseaux d'informateurs identifiaient les monastères les plus dangereux. Les routes d'évasion furent perfectionnées pour extraire les victimes des lieux à haut risque, tandis que les communautés de survivants se préparaient à accueillir un plus grand nombre de réfugiés, déplacés par la fermeture de certains temples. Cette approche plus focalisée se révéla extrêmement efficace, permettant d'obtenir des résultats spectaculaires dans des cas précis tout en accumulant de l'élan pour des réformes plus larges. Les succès commencèrent à s'accumuler. Des temples fermés à la suite de scandales, des moines renommés poursuivis pour abus, des communautés de survivants florissantes. Chaque victoire, aussi modeste fût-elle, nourrissait l'espoir, prouvant que le changement était possible. Les garçons encore piégés dans des situations abusives pouvaient désormais voir des preuves concrètes. La fuite était réalisable, la justice accessible et surtout, ils n'étaient pas oubliés du monde extérieur. L'accumulation de ces réussites individuelles provoqua un changement plus vaste dans la manière dont la société japonaise percevait la protection des enfants, ce qui avait commencé comme des mouvements isolés de résistance à l'intérieur. Des temples se transforma en une prise de conscience collective. Les adultes avaient la responsabilité de protéger les jeunes contre toute forme d'exploitation, quel qu'en soit le contexte. Ce changement de mentalité dépassa le cadre religieux pour influencer les attitudes face à d'autres formes d'abus. Les mêmes arguments utilisés pour dénoncer les pratiques des temples, que les enfants méritaient d'être protégés, que l'autorité pouvait être remise en question, que les abus systématiques appelaient des réponses systématiques, commencèrent à s'appliquer à d'autres domaines de la société. Le garçon qui autrefois s'était agenouillé sur les marches glacées du monastère, sentant le poids de sa nouvelle vie s'abattre sur lui comme des chaînes, n'était plus seul. Partout au Japon, dans les temples, les refuges, les bureaux du gouvernement ou les échoppes de marchands, des milliers de personnes travaillaient pour que son histoire ne se répète plus. Ce qui avait débuté par des chuchotements apeurés entre enfants terrifiés était devenu un mouvement capable de transformer la manière dont la société japonaise protégeait ses membres les plus vulnérables.
Le chemin, pourtant, était loin d'être achevé. Beaucoup de garçons souffraient encore dans des temples isolés. De nombreux coupables s'échappaient à la justice, et beaucoup de survivants luttaient contre leur traumatisme. Mais la direction du changement était claire. L'ère de l'exploitation, systématique et incontestée des enfants, dans les institutions religieuses touchait à sa fin. Non pas grâce à la clémence des puissants, mais par le courage de ceux qui avaient souffert et refusé d'accepter leur douleur comme une fatalité. La résistance continuait. Un garçon sauvé à la fois, un temple réformé à la fois, un esprit éveillé à la fois, jusqu'à ce que l'impensable devienne inévitable et que l'impossible devienne réel. À l'aube du XIIIe siècle, la transformation était indéniable. Là où autrefois les cloches des temples sonnaient sur des souffrances muettes, elles résonnaient désormais au-dessus d'eux. Communautés où les anciens Chigo avaient retrouvé leur voix. Les refuges épars s'étaient transformés en quartiers établis dans les grandes villes, lieux où des hommes portaient encore les cicatrices discrètes du passé, mais marchaient avec la dignité de ceux qui avaient reconquis leur vie. Yoshimaru, désormais grisonnant, mais toujours animé de la même détermination farouche qui avait nourri la première résistance, se tenait devant une assemblée sans précédent. Dans le grand hall d'un ancien entrepôt de Kyoto, près de 200 hommes étaient assis en rangs ordonnés. Certains portaient les traits marqués des artisans, d'autres les doigts tachés d'encre des scribes, d'autres encore les mains calleuses des paysans. Ce qui les unissait n'était pas visible, mais les liait plus profondément que le sang. Ils étaient tous des survivants. Il y a 23 ans, commença Yoshimaru, sa voix résonnant dans la salle. Un garçon nommé Kenjiro m'a chuchoté dans un couloir de temple qu'il voulait voir la mer. Il n'avait jamais vu autre chose que les murs du monastère et rêvait de vagues et d'horizons infinis. Il marqua une pause, balayant du regard l'assemblée. Kenjiro est parmi nous, aujourd'hui. Non plus comme cet enfant effrayé, mais comme un maître constructeur de navires, dont les bateaux transportent les marchands, sur les eaux mêmes, qu'il rêvait autrefois de contempler. Un homme dans la 3e rangée, le visage tanné par le vent marin, leva légèrement la main en signe d'aveu. Autour de lui, les autres acquiescèrent, empreints d'une fierté silencieuse. Yoshimaru poursuivit. Mais nous ne sommes pas ici pour célébrer uniquement nos propres chemins. Nous sommes ici parce qu'il existe encore des garçons qui murmurent leurs rêves dans des couloirs sombres. Encore des enfants qui croient être impuissants face au poids de la tradition et de l'autorité. Nous sommes ici parce que notre travail n'est pas terminé. Ce rassemblement fut le premier congrès officiel de ce qu'on appellerait désormais la Fraternité de la Restauration, un réseau s'étendant sur tout l'archipel japonais. Ce qui avait commencé comme une coopération désespérée entre quelques survivants isolés s'était transformé en quelque chose d'inédit. Un effort coordonné pour remodeler les structures mêmes qui avaient permis les abus. L'influence de la fraternité dépassait de loin ses membres. Dans les décennies suivant les premières évasions, les anciens Shigo s'étaient établis dans presque tous les corps de métier. Devenus médecins sensibles au traumatisme, enseignants capables de reconnaître les signes d'abus, marchands offrant du travail, sans poser de questions sur le passé. Ainsi, le cercle de la douleur s'était brisé, remplacé par un cercle de transmission, de protection et d'espoir. Leur expérience commune avait créé un réseau invisible de solidarité qui offrait désormais protection et soutien aux plus vulnérables de la société. Maître Ando, ancien garçon de temple devenu l'un des bâtisseurs les plus respectés de Kyoto, présenta la nouvelle initiative de la fraternité. Nous avons acquis la propriété connue sous le nom de Monastère des Rives, annonça-t-il en brandissant un acte officiel. Elle sera transformée en notre premier centre de formation, un lieu où les survivants pourront apprendre un métier, où leurs enfants recevront une éducation,
et où les méthodes que nous avons développées seront transmises à d'autres. Le choix de ce lieu était profondément symbolique. Le monastère des Rives avait, autrefois, été l'un des temples les plus tristement célèbres de la région, connu pour son traitement brutal des Shigo et pour les puissants moines qui y agissaient en toute impunité. Désormais, il deviendrait un phare d'espérance. Ces couloirs résonnant des voix de ceux qu'on avait autrefois réduits au silence. La transformation de cet ancien temple représentait bien plus qu'une victoire symbolique. Elle démontrait l'évolution de la fraternité, passer d'un mouvement de résistance désespéré à une institution sociale légitime, dotée d'un véritable pouvoir de changement. L'acquisition légale du site avait exigé des négociations avec le gouvernement, la coopération des autorités religieuses et une réputation forgée par des décennies d'intégrité et de travail utile à la société. Au fil du congrès, des rapports affluaient de tout le pays. Le réseau d'intelligence de la fraternité, désormais organisé et vaste, surveillait les conditions dans les temples restants et identifiait les nouvelles victimes nécessitant de l'aide. Leurs méthodes étaient devenues d'une grande sophistication. Ils entretenaient des contacts dans des monastères inactifs, géraient des refuges le long de routes d'évasion établies et avaient élaboré des stratégies juridiques pour protéger les garçons cherchant leur aide. Mais surtout, ils avaient appris à travailler à l'intérieur du système plutôt qu'en opposition frontale avec lui. D'anciens Shigo étaient entrés au service du gouvernement, utilisant leur position pour concevoir et faire appliquer de nouvelles réglementations. D'autres avaient rejoint des sectes bouddhistes réformées, contribuant à créer des modèles de vie monastique fondés sur la véritable élévation spirituelle plutôt que sur l'exploitation. D'autres encore étaient devenus enseignants et érudits, s'assurant que l'histoire des abus dans les temples ne soit jamais oubliée ni répétée. L'après-midi du congrès fut consacré à ce qu'ils appelaient la prévention, un ensemble d'initiatives visant à identifier et protéger les enfants vulnérables avant qu'ils ne soient victimes. Cela marquait un changement fondamental d'approche. Plutôt que de simplement réagir après les abus, ils cherchaient désormais à les empêcher avant qu'ils ne surviennent. Matsuda, un ancien Shigo devenu médecin respecté, présenta ses recherches sur l'identification des familles susceptibles de vendre leurs enfants au temple. La pauvreté reste le principal facteur, expliqua-t-il, mais ce n'est pas le seul. Nous avons constaté que les familles déstabilisées par la guerre, les catastrophes naturelles ou les bouleversements sociaux sont particulièrement vulnérables aux fausses promesses des recruteurs de temples. Face à ce constat, la fraternité avait élaboré une réponse complète. Elle fournissait une aide d'urgence aux familles en crise, proposait des alternatives sûres pour les enfants que leurs parents ne pouvaient plus élever, et collaborait avec les autorités locales pour garantir que ces placements soient réellement bénéfiques et non exploitants. Leur succès se mesurait non pas à travers des sauvetages spectaculaires, mais dans la simplicité des vies d'enfants qui n'avaient jamais connu les horreurs ayant marqué leur propre enfance. À la tombée du jour, le Congrès aborda son projet le plus ambitieux, la création d'une école officielle pour les anciens garçons de temple et leurs enfants. L'établissement offrirait bien plus qu'une éducation de base. Il enseignerait également les compétences nécessaires pour prospérer dans une société en pleine mutation. Mais plus encore, il deviendrait un modèle d'enseignement fondé sur la protection et l'épanouissement des jeunes, plutôt que sur leur exploitation. Nous ne créons pas simplement une école, expliqua Ako. L'une des rares femmes à occuper un poste de direction au sein de la fraternité. Fille d'un ancien Shigo, elle avait consacré sa vie à soutenir les survivants et leurs familles. Nous créons une nouvelle vision de ce que signifie nourrir le potentiel d'un enfant, plutôt que d'exploiter sa fragilité.
L'école serait révolutionnaire dans son approche. Au lieu de la discipline sévère et de la hiérarchie rigide des enseignements bouddhistes traditionnels, elle mettrait l'accent sur le développement personnel, la pensée critique et l'acquisition de compétences concrètes permettant aux élèves de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Plus important encore, elle serait encadrée par des personnes conscientes du traumatisme, déterminées à guérir plutôt qu'à reproduire les cycles d'abus. Lorsque les séances formelles prirent fin, l'atmosphère du rassemblement changea. Les hommes, autrefois isolés dans leur souffrance, partageaient désormais des récits de triomphe et de renaissance. Ils parlaient de mariages et d'enfants, d'entreprises bâties à partir de rien, de contributions à leur communauté, qui allaient bien au-delà de leur statut de survivants. Ils riaient ensemble. Ces hommes qui avaient autrefois cru qu'ils ne connaîtraient plus jamais la joie. Mais derrière la célébration, une conscience plus profonde persistait. Ils savaient que leur œuvre ne serait jamais totalement achevée. Chaque génération affronterait de nouvelles formes d'exploitation, de nouvelles institutions revendiquant autorité sur les vulnérables, de nouvelles justifications à l'abus de pouvoir. Les horreurs spécifiques du système des temples touchaient à leur fin, mais la capacité humaine à dominer et exploiter survivrait. Ce qu'ils avaient bâti, cependant, dépasserait toute institution ou système d'abus. Ils avaient approuvé que la résistance était possible, que la guérison pouvait devenir réalité et que le changement systémique pouvait naître du courage de ceux qui avaient le plus souffert. Ils avaient démontré que les victimes n'étaient pas impuissantes, que l'autorité traditionnelle n'était pas sacrée et que la société pouvait être transformée par ceux qu'elle avait jadis rejetés. Le congrès se conclut par une cérémonie rendant hommage aux morts comme aux vivants. On lut les noms des garçons disparus dans les temples, des hommes morts avant de voir les fruits de leur lutte, et des membres actuels de la fraternité qui poursuivaient le combat. Chaque nom était suivi d'un moment de silence, puis du son d'une seule cloche, clair et fort dans l'air du soir. Le dernier orateur était un vieil homme nommé Tai Chi, l'un des rares survivants des toutes premières luttes de résistance. Sa voix était faible, mais ses mots portaient le poids de l'expérience vécue. « Nous qui étions autrefois sans voix avons trouvé nos voix, dit-il simplement. Nous qui étions impuissants avons découvert notre force. Nous qui étions seuls avons bâti une communauté. Nous qui étions sans espoir avons créé de l'espoir pour les autres. Voici notre victoire, non pas d'avoir oublié notre souffrance, mais de l'avoir transformée en quelque chose qui sert la vie plutôt que la mort, la guérison plutôt que le mal. Lorsque la foule se dispersa, des hommes s'embrassèrent, des étrangers autrefois unis, seulement par le traumatisme. Ils firent des projets pour l'avenir, échangèrent des nouvelles de leur famille et de leur travail, et promirent de préserver les liens qui les avaient soutenus dans les heures les plus sombres. Ils sortirent dans la nuit de Kyoto en hommes libres, conscients d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Le garçon qui s'était autrefois agenouillé sur les marches froides du monastère, tremblant de peur et de confusion, vivait encore dans leur mémoire, non pas comme un symbole de victime, mais comme un rappel de la capacité à se transformer. Son histoire était devenue la leur. Sa peur s'était changée en leur force. Son silence s'était mué en leur voix. Les chaînes qui l'avaient autrefois retenu avaient été brisées. Non, par une intervention divine ou la clémence des puissants, mais par le travail, patient et persévérant de gens ordinaires, refusant d'accepter la souffrance comme une fatalité. La résistance avait triomphé, non parce qu'elle avait détruit le système des temples, bien qu'elle l'eût profondément transformé, mais parce qu'elle avait bâti quelque chose de meilleur. À la place d'institutions qui dévoraient les plus vulnérables, ils avaient créé des communautés qui les protégeaient, en lieu et place de systèmes perpétuant les abus. Ils avaient établi des réseaux qui les empêchaient. À la place du silence et de la honte, ils avaient instauré la vérité et la guérison.
Les cloches des temples résonnaient toujours à travers le Japon, mais leur son portait désormais une autre signification. Pour certains, elles rythmaient encore la pratique spirituelle. Pour d'autres, elles rappelaient les souffrances du passé. Mais pour les membres de la confrérie de la Restauration et pour les innombrables vies qu'ils avaient touchées, ces cloches étaient devenues tout autre chose. Un appel à la vigilance, une invitation au service et la promesse qu'aucun enfant n'affronterait plus jamais, seules les ténèbres qui les avaient autrefois engloutis. Le travail continuait, comme il le ferait toujours, mais il était désormais soutenu par l'espoir plutôt que par le désespoir, par la communauté plutôt que par l'isolement, et par la certitude que le changement n'était pas seulement possible, mais inévitable. Lorsque des gens ordinaires choisissent d'agir avec un courage extraordinaire, l'ère de l'exploitation impunie touche à sa fin, remplacée par un temps où les vulnérables auront toujours des protecteurs, les réduits au silence auront toujours une voix, et l'obscurité sera toujours défiée par ceux qui ont appris à allumer la lumière.